Le rire du Cyclope, c'est tout d'abord un polar. C'est au début la mort d'un personnage qui est le Cyclope, un comique célèbre, qui meurt dans sa loge, mais qui meurt de manière très étrange, puisqu'il meurt de rire. Alors à ce moment-là, il y a Lucrèce Nemrod et Isidore Katzenberg, qui sont mes deux enquêteurs fétiches, qui partent sur la piste de ce crime, et qui se posent la question, peut-on mourir de rire ? Et qui vont découvrir une société secrète qui, depuis la nuit des temps, essaie d'utiliser l'humour pour changer le monde. Au commencement, j'ai écrit le polar, c'est-à-dire l'enquête, le suspense, et surtout, j'ai bâti la fin extraordinaire, la surprise. Et une fois que j'ai écrit tout le polar, je me suis dit, c'est l'occasion de faire découvrir aux gens l'histoire de l'humour. Donc, à ce moment-là, j'ai ajouté comme une illustration, comme un petit condiment, des petits bouts de la vraie histoire de l'humour, en retrouvant la première blague, puis comment vivaient les bouffons des rois, puis l'apparition des clowns, l'apparition du théâtre de la comédie, et toutes les problématiques qu'ont eu les grands humoristes dans le passé. Mais l'intrigue policière est la base de tout. Mais je dirais pas seulement l'intrigue policière, aussi l'intrigue amoureuse, parce qu'ils essaient de trouver l'assassin, mais Isidore et Lucrèce essaient aussi de se trouver eux-mêmes et de s'aimer. Et ça, c'est peut-être l'élément finalement qui apparaît le moins et qui est le plus fort du roman. Et c'est toujours intéressant de choisir le personnage pour le faire penser qu'il soit le plus loin de soi. Et donc Lucrèce étant une petite jeune fille dynamique, extrêmement agressive, violente et tout le temps en colère, c'était le personnage le plus loin de moi, et ça m'amusait de plonger à l'intérieur de son cerveau et de montrer comment elle pense et comment elle agit. De toute manière, je pense que si on faisait un film, le personnage de Lucrèce est plus prenant que le personnage d'Isidore, parce qu'Isidore est plus féminin, de manière étonnante, et Lucrèce est plus masculine. Tous les deux jouent un paradoxe. Ils sont le contraire de ce qu'ils ont l'air d'être. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aller à l'envers pas du bon sens, mais aller à l'envers de ce que le lecteur pense et prévoit. Quand j'ai écrit la BQT, j'ai imaginé des blagues qui me faisaient évidemment énormément rire, mais vu que c'est la BQT, c'est la blague qui tue, il faut une blague qui fait pas seulement énormément rire, une blague qui fait rire tout le monde, au point de mourir. Donc c'était un vrai challenge. Je me suis dit, surtout je fais pas le coup, finalement je vous le dis pas, et surtout je vous fais pas le coup, je vais une vraie blague qui tue, et puis tous les lecteurs vont mourir. Donc il fallait inventer une voie médiane. Ça m'a pris du temps, mais j'ai trouvé une réponse, entre autres grâce à l'aide de médecins qui m'ont expliqué comment fonctionnait de manière organique le rire, et cette réponse est la grande surprise du livre. Mais la BQT était un vrai challenge amusant pour un auteur, et la blague que je me racontais dans ma tête au moment où j'y pensais changeait tous les jours. Ce qui vous fait rire, c'est le changement. Une blague qui vous est racontée 2 fois de suite ne fonctionne plus du tout. L'un des premiers principes du rire, c'est le rire sauve. Le rire est un médicament. Ce que je voulais montrer dans le rire du Cyclope, c'est comme tout médicament, si on en prend à trop grande quantité, ça devient un poison. Je crois que c'est Paracélès qui disait « Toute substance est un médicament ou un poison selon le dosage ». Et là, je voulais montrer cette énergie positive, cette chose généreuse qui est une bonne blague qui fait rire, ça peut s'avérer une arme, et même une arme terrifiante. Quand j'ai créé les probes, je voulais bien montrer que c'était des armes en imaginant des duels, un peu comme des « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », le premier qui rira aura une balle dans la tête. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me semblait un moteur de suspense très, très puissant, montrer comment 2 comiques face à face essaient de se faire rire. S'il y en a un qui arrive à faire rire l'autre, l'autre meurt, et il doit se protéger lui-même de ne pas rire de la blague de l'autre. Donc ça me semblait un combat psychologique fabuleux et qu'on n'avait encore jamais vu au cinéma. Donc j'imaginais tout le temps cette scène, ce duel de le plus drôle des deux survit et le moins drôle meurt. De manière étonnante, la plupart des grands humoristes sont des grands angoissés et des gens qui ont connu des épreuves terribles qu'ils ont surpassées grâce à l'humour. Je vois peu d'humoristes, parce que je suis vraiment allé les voir tous dans leur histoire profonde et leur jeunesse,
qui ont eu des jeunesses heureuses et qui n'ont pas dû s'affronter avec les cons. C'est peut-être un trait de caractéristique des bons humoristes, c'est des gens très sensibles, qui sont touchés par tout ce qui se passe et qui ont développé l'humour comme une manière de se protéger. Donc nous, ce qui nous semble juste un attrait, c'est en fait pour eux un mode de survie. Mais je parle des vrais humoristes, parce que la plupart des humoristes qui sont présentés dans les médias sont souvent des copieurs des inventeurs. Ce sont des acteurs qui mettent en scène des textes qui sont inventés par d'autres. Les vrais inventeurs de blagues, les vrais concepteurs, il y en a très peu, et c'est ceux-là qui sont les grands angoissés. Les autres sont juste des gens qui utilisent ce miel fabriqué par d'autres et qui le présentent et on croit que c'est eux qui l'ont fait, mais c'est aussi ça que je voulais rappeler dans le rire du Cyclope. Rendons à César ce qu'il y a à César. Il y a des vrais inventeurs de blagues et puis il y a juste des gens qui vous le présentent comme un assortiment fait pour le consensus du grand public. Je crois vraiment que le fait que l'homme soit le seul animal à rire est aussi lié au fait que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. La plupart des animaux vivent, se nourrissent, ne se posent pas de questions sur leur mort. Quand ils voient notre animal mourir, ils se disent « bon, bah, celui-là, il n'a pas eu de chance ». Mais ils ne sont pas en train d'être bouleversés sur eux-mêmes. L'homme, quand il voit un autre humain qui meurt, il se dit « zut, c'est ce qui va m'arriver à moi aussi », et ça l'angoisse. Et cette angoisse fait qu'on ne peut pas être vraiment décontracté. Mais l'humour est apparu pour réduire cette angoisse. Dès le moment où vous dites « ok, celui-là est mort, je vais mourir moi aussi », mais finalement, c'est pas grave, et d'ailleurs, poète, je vais faire autre chose. Ça passe. Et les gens qui vont dire ça aux autres, attendez les gars, on va tous mourir, c'est pas si terrible que ça, d'ailleurs, regardez, on va prendre un petit coup de pinard, et puis on va se déguiser en fille, et puis on va se mettre à danser. Depuis la nuit des temps, il y avait une nécessité de réduire l'angoisse collective, et l'humour est apparu, et c'est pour ça que les humoristes ont pris le pouvoir, parce qu'ils ont dit, vous avez un problème, nous avons une solution. Longtemps, l'humour a été un contre-pouvoir. Longtemps, l'humour, ça a été l'arme des opprimés, des faibles, de ceux qu'on n'entendait pas. Il y avait des pamphlets sur Richelieu, sur Louis XIV. Il y a eu des pamphlets sur tous les rois à partir de Louis XIV. Ça a été une sorte de manière de se moquer de la personne qui vous fait peur et qui vous opprime. Maintenant, l'humour a été récupéré par les oppresseurs et ça devient une arme d'oppresseurs. Ce virage s'est fait par exemple avec Ceausescu qui avait créé un ministère de l'humour parce qu'il s'est dit avec des blagues on va pouvoir faire passer des lois pour écraser les gens. Et on voit tout d'un coup le système s'inverse. Les humoristes qui étaient là à lutter pour le peuple contre les oppresseurs se retrouvent à lutter avec les oppresseurs. Et on voit apparaître, ce qui me semble intéressant de nos jours, une bascule du côté noir de la force des humoristes qui utilisent l'humour pour se moquer des faibles, des opprimés ou pour créer encore plus de racisme. Il y a les deux humours, un humour des Lumières et un humour des ténèbres. Mais les deux existent. Il ne faut pas croire que parce qu'ils sont drôles, c'est forcément des gens qui nous veulent du bien. Cette idée que l'humour soit finalement l'achèvement de l'évolution de la conscience humaine m'est arrivée alors que j'étais en Asie et que je regardais ces Bouddhas hilars. Et je regardais les gens qui vénèrent ces Bouddhas hilars étaient des gens détendus et en même temps qui me semblaient avoir compris quelque chose en plus que n'ont peut-être pas encore compris les Occidentaux. Et cette chose, c'est nous pouvons nous moquer de tout parce que c'est pas si grave. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je crois que le type le plus intelligent de la planète, c'est un type qui doit être un type rigolard. Mais le Dalai Lama, qui pourtant a vraiment des raisons de ne pas rigoler, est un type qui rit beaucoup et qui a dit, mon activité préférée, c'est rire. Donc ça veut dire que ce type qui est opprimé dans le pays, est envahi, qui est pourchassé par les Chinois, qui n'est reçu par personne parce qu'on n'a pas envie de problèmes diplomatiques et tout, ce type qui arrive encore à rire malgré tout, nous montre la voie. Nous montre une voie, c'est pas si grave. Et au final, il est important de garder cette bonne humeur. J'irais presque dire, jusqu'à le Dalai Lama nous montre une idée, c'est que rire est peut-être un acte sacré. Chaque fois que j'avais des instants de détresse, soit je lisais un livre de Frédéric Dard, soit j'allais voir un film de Monty Python, soit je me repassais des sketchs des humoristes qui me faisaient rire à chaque époque de ma vie. Je suis un converti de l'humour. Ça me semble une noble religion et ça me semble aussi peut-être ce qui manque le plus précisément aux religions
dure, c'est-à-dire des prêtres qui se prennent très au sérieux et qui disent si vous faites pas ce que nous ordonnons, vous allez en enfer. C'est pas drôle comme message. Moi j'imagine que s'il y a un Dieu, il n'est pas dans la réprimande, mais il est plutôt avec une sorte de dérision. Il a ce fameux sourire du Bouddha qui est tu te trompes mais c'est pas grave, il faut que tu fasses ton expérience. Voilà. Et j'imagine que ce sourire des Bouddhas, ce sourire que j'imagine à mon Dieu fantasmatique, est un sourire généreux, il n'est pas un sourire moqueur. Je ne vois pas un Dieu qui se moque des créatures auxquelles il a donné la vie. Il y aurait 3 énergies, Eros, l'énergie sexuelle, Thanatos, l'énergie de mort, et Gélos, l'énergie de rire. Mais la plus intéressante est Gélos, parce que l'Eros et le Thanatos, on le retrouve chez tous les autres animaux, et on le retrouve chez les espèces les plus primitives. Le Gélos est vraiment la spécificité, la beauté, la noblesse de l'homme. Il a inventé quelque chose de bizarre qui ne sert à rien, ni à se nourrir, ni à se protéger, ni à faire des enfants. Ça sert à rien, et pourtant, c'est ce qui va faire que la vie est réussie, ou qu'elle est agréable, ou qu'elle n'est pas agréable. Dans un foyer, s'il n'y a pas de rire, au bout d'un moment, l'anxiété monte. De même, des enfants qui ont des parents qui ne rient jamais, au bout d'un moment, deviennent tristes. C'est important d'introduire cette énergie, le gélos, c'est le terme grec pour définir le rire, dans notre quotidien. D'ailleurs, je crois que c'est dans la Kabbale où il y a écrit « Dieu aime à nous voir rire » et le devoir de chaque personne est de cultiver sa joie intérieure. Ça m'a l'air une vision lumineuse du rire et lumineuse de la vie. Et c'est ce qui nous différencie des êtres qui sont juste dans la peur, le désir et la survie. Je crois que l'humanité sera sauvée le jour où on aura un rire, mais un rire d'autodérision. Et un rire qui n'est pas fait pour dévaloriser les autres, mais qui est fait pour relativiser tout dans l'univers. Ouais, je pense que si on réussissait, si l'humanité réussissait, elle se mettrait à rire. Beaucoup. Vaste sujet, grand mystère. Si j'écris le rire du cyclope, c'est parce que je me suis dit, voilà quelque chose qui est énorme et dont personne ne parle, parce qu'on se dit juste, c'est des blagues carambars, c'est de l'humour, c'est léger, c'est fait pour les gens pas très intelligents. Alors que précisément, c'est la chose la plus difficile qui existe, faire rire quelqu'un. C'est la chose la plus généreuse. Pourquoi rit-on ? Je dirais pour s'élever et pour prendre la distance par rapport au réel. Voilà, pour sortir de soi. Au moment où on rit, tout d'un coup on est déconnecté. On n'est plus en prise, on n'est plus dans ce stress qui fait que oh là là, pourvu qu'on réussisse, oh là là, pourvu que dans la compétition les autres ne nous dépassent pas. On est dans bon, bah après tout, c'est pas grave. Et puis vas-y, tu veux dépasser, dépasse. C'est cet humour qui m'intéresse.